Écoutez, merci beaucoup de me laisser présenter un aspect ou des aspects justement de ma thèse. J'ai récemment soutenu ma thèse, donc c'était en novembre 2022 et en fait ma thèse portait sur les relations qui existaient dans les entreprises multinationales et plus particulièrement les relations entre les maisons mères et les sièges régionaux. Et nous avons donc intitulé notre thèse donc les modes de coordination dans le processus de régionalisation dans les multinationales japonaises en Europe. Et en fait, ce qu'on entend par relation au sein des multinationales, c'est vraiment en fait les dynamiques de comportement qui existent entre les deux structures, c'est-à-dire la maison mère et la filiale, et notamment les possibles modifications que celles-ci peuvent entraîner l'un sur l'autre, notamment par le degré de contrôle, les modalités de contrôle, lorsque l'entreprise décide effectivement de s'internationaliser. Et nous avons choisi de comprendre les enjeux stratégiques et les enjeux organisationnels de la filiale qui se retrouvent généralement face à des pressions du marché qui est acquis par le siège international. Et donc, en fait, l'idée, c'était de conduire ce projet sur les entreprises multinationales japonaises, en effet, parce que on a eu à faire des observations, notamment lors d'un séjour universitaire en 2013, puis en 2019 et enfin en 2022. Et donc, les multinationales japonaises nous ont alors apparu très intrigantes sur un plan économique, sur un plan social, sur un plan politique et culturel, surtout que leur ambition de devenir internationale dès le début des années 80 a fait d'elle en fait un sujet de réflexion, notamment dans les sciences de gestion et dans les sciences de management. Donc, le plan un peu de ma présentation sera comme ci, donc on pourra le voir au fur et à mesure qu'on va avancer dans la présentation. Et donc, en fait, pour revenir sur la question de la régionalisation, de l'internationalisation, en réalité, les recherches sur l'internationalisation des entreprises et leurs relations ont été portées jusqu'à présent sur comment les multinationales vont coordonner et contrôler leurs activités à valeur ajoutée. Et généralement, ces activités sont plutôt géographiquement dispersées. Et donc, les travaux fondateurs qui en parlent enseignent que les multinationales apprennent à dépasser leurs limites par l'acquisition de ressources en dehors des frontières nationales. Et donc, cette internationalisation est donc décrite comme un processus dynamique qui permet à une organisation d'évoluer au-delà de ses frontières et d'acquérir finalement des marchés étrangers sans barrière fixe. Et surtout, cette stratégie se pose comme un arrangement qui permet aussi à ces organisations d'utiliser leurs produits et leurs services dans d'autres pays. Donc, on voit que cette stratégie qui est issue finalement de la globalisation va prendre en fait un tournant dans son évolution puisque l'économie mondiale va être amenée à changer. Elle va être amenée à changer par le biais justement de l'émergence d'accords de coopération régionale qui va plus ou moins amoindrir la souveraineté des États, l'émergence justement des blocs régionaux qui vont ici essayer de réglementer les stratégies de ces entreprises. Et donc, cette économie fait désormais l'expérimentation de réduction significative imposée par les trading blocks. Donc, les trading blocks, ce sont des blocs économiques qui sont issus justement des accords de libre-échange tels que l'ALENA en 94, le Mercosur en 91, qui sont toutes effectivement sous l'inspiration de l'Union européenne en 90 et même précédemment avec le GATT et l'OMC. Donc on voit que la régionalisation, qui a été issue de tous ces effets, devient cette option qui va encourager donc les multinationales à s'internationaliser, mais dans un cadre un peu plus restreint qui serait donc la région. Et donc, le peu de travaux qu'on a trouvé donc en management international sur ce concept vont présenter la régionalisation comme étant un intermédiaire entre une stratégie locale et une stratégie mondiale pour équilibrer finalement la dualité qui existe entre qu'est-ce qu'on peut gérer dans le marché local et qu'est-ce qu'on peut gérer dans le marché international. Et donc, le concept de régionalisation doit sa notoriété aux travaux de Rugman, donc Alan Rugman, qui s'intéressait sur l'expansion géographique des multinationales. Et donc, le prolongement de ces travaux dès le début des années 2000 semble pour autant remettre en question les idées qui sont largement partagées d'un marché intégré mondial au profit d'un commerce régional et intertriade qui est beaucoup plus prévalent. Et quand il parle ici de triade, il met en lumière justement ce lien qu'il y a entre les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne représentant donc l'Europe et bien sûr le Japon qui représente l'Asie, sachant que ces trois zones représenteraient une bonne majorité du commerce mondial et partageraient bien sûr des points communs. Et donc, la démarche de régionalisation est très structurelle puisque finalement, elle amène à constater le type de structure qui représenterait et qui opérerait pour le compte de l'entreprise multinationale. La régionalisation va concerner aussi la centralisation des décisions, c'est-à-dire dans quelle mesure le siège international bien sûr va assumer ses responsabilités dans la prise de décision et dans quelle mesure effectivement la filiale qui travaille dans une dynamique régionale va aussi assumer ces décisions. Et donc cette mesure est également liée
au rôle attribué par le siège, pardon, dans la gestion des services fonctionnels pour l'élaboration de ces stratégies, services fonctionnels tels que les ressources humaines, la comptabilité, etc. Et donc, on voit que si une filiale est supposée fonctionner comme une unité automatisée, un niveau de centralisation élevé dans sa prise de décision peut supprimer finalement la gestion de toutes les initiatives qu'elle pourrait prendre pour son marché. Et donc, on voit que cette démarche est très structurée, certes, mais elle fait vraiment abstraction des pressions qui sont externes et locales aux filiales, sachant que les filiales sont l'extension de l'activité de l'organisation multinationale. Et donc, c'est ce qui a été énoncé ici comme étant une dualité institutionnelle. Et donc, on voit que géographiquement, les filiales sont distantes de leur maison mère et on va voir que la maison mère va essayer d'exercer un contrôle sur ces filiales, bien qu'elles soient distantes. Mais la maison mère a peu d'informations justement sur les systèmes et sur les défis auxquels la filiale est confrontée. Et donc, c'est dans cet esprit que nous avons porté l'approche ou la logique institutionnelle pour montrer qu'il existe justement une urgence pour la filiale de répondre à des exigences qui sont plutôt locales. Et on va voir que le changement de perception de la filiale est en réalité dû à la distance à la fois culturelle, administrative, géographique et économique qui existe entre les différents pays dans lesquels la multinationale s'est engagée dans la relation bilatérale. Et donc, puisque nous sommes intéressés donc à la régionalisation, on a privilégié finalement la position du siège régional comme étant la structure FI qui permet de légitimer la prise d'initiation, la prise d'initiative pour le compte de la multinationale. Et on voit que le siège régional est apte justement à fonctionner sur plusieurs formes, d'un point de vue bureaucratique, pour pouvoir notamment réaliser des économies d'échelle. Et on voit aussi que la centralisation de ces activités par la région, donc ce qu'on appelle la régiocentralisation, qui a été une terminologie apportée par les professeurs Amand, Josué Chaper, permet de maintenir la prise de décision par la maison mère tout en donnant davantage plus d'autonomie au siège régional. Et donc, en plus d'être ce hub donc autonome, on voit que le siège régional va revêtir des capacités multiculturelles qui permettent de développer de nouvelles connaissances et finalement d'hybrider les pratiques à l'organisation. Et donc, en s'intéressant aux multinationales japonaises, on voit que la recherche autour du concept d'internationalisation ou même de régionalisation a suscité de nombreuses publications. On a en tête les travaux d'Abeglin en 2006, de chez Yeager en 81 et même d'Atos en 85 avec le management itinéraire. Et on voit que ces travaux sont considérés jusqu'à aujourd'hui, mais leur portée se limite surtout aux modèles pratiques qui sont spécifiques au Japon et qui sont mis en œuvre en dehors du Japon pour expliquer finalement qu'il y aura un succès économique de la part de ce pays insulaire et qui est illustré comme vous le voyez dans la figure ici, comme étant donc ce pays donc qui permet d'apporter beaucoup de pratiques innovantes, mais on voit surtout que ces travaux tirent leur analyse sur des modalités qui sont liées à un lieu, qui sont figées à un temps, qui sont figées à une époque, et dans la perspective finalement est beaucoup plus culturelle que généraliste. Et donc, on voit que les apports sur l'internationalisation au Japon par les auteurs japonais présentent cette perspective culturelle, mais à une nuance près. Par exemple, Asakawa en 2014 va nous dire qu'il existe des perspectives d'innovation locale vers globale qui permet finalement d'aboutir à un meilleur pilotage d'une organisation japonaise, d'une multinationale japonaise. Il estime que pour lui, nous sommes à une ère plutôt d'innovation, dans laquelle les multinationales ne peuvent pas ignorer les sources d'innovation qui existent justement dans d'autres pays, qui sont dispersées dans d'autres régions, dans d'autres mondes. On a aussi les travaux de Takenori en 2017 qui estiment que les principes qui font le management à la japonaise ne sont pas uniques et qu'elles répondent à un contexte qui est plutôt économique, plutôt politique, plutôt culturel, et que certains secteurs d'activité qui sont abordés sont beaucoup plus complexes en termes de compétences que d'autres secteurs d'activité. Et donc, nous nous sommes attelés donc à mettre en lumière, pour le cas du Japon, l'environnement des entreprises japonaises et la contribution que cet environnement peut avoir sur le développement de ces dernières. Nous avons étudié le système d'affaires coordonné par l'État japonais au travers de l'approche des systèmes d'affaires. Et on voit que Whiteley, qui est le précurseur justement de ce concept, va définir le marché comme un système d'affaires dans lequel chaque acteur va procéder à des arrangements relationnels avec d'autres acteurs. Et ces relations vont s'institutionnaliser avec le temps.
on voit que les institutions qui régissent justement le système d'affaires font office de structures qui vont régir la confiance, qui vont régir la coopération, l'identité et la subordination finalement de l'employé dans une société et de l'environnement commercial forcément qui est immédiat. Et on voit que ces institutions affectent aussi le développement du marché, notamment dans le degré de confiance, dans l'engagement et la loyauté envers le collectif au-delà de la famille, et l'importance finalement des identités individuelles, et bien sûr la dépersonnalisation des différents profils qu'il y a dans l'entreprise. Donc vous avez aussi ici affiché donc l'illustration finalement du système d'affaires japonais qui est sous la main développementaliste de l'État japonais. Et donc, au cours de ces dernières décennies, on voit que le style de management à la japonaise a attiré effectivement une attention disproportionnée des recherches sur la méthode de travail au Japon, où les soi-disant trésors de l'organisation du travail japonais sont la projection vers une carrière à vie, une dévotion de l'emploi à vie pour les entreprises qui sont beaucoup plus disposées à permettre aux employés de s'engager à vie, et bien sûr une responsabilité collective au sein de l'organisation pour amener les employés à internaliser leur engagement pour le bien-être du groupe. Et donc, on voit que ces trois trésors s'imbriquent justement avec des caractéristiques qui sont liées à la culture nationale, notamment la prise de décision attentiste, l'engagement collectif et l'entreprise familiale et notamment le respect de l'ancienneté qui est vraiment représenté dans la culture nationale japonaise. Et donc, on voit que tous ces ingrédients sont inhérents donc au système d'affaires pour permettre de comprendre comment les multinationales ont abordé leur stratégie de régionalisation dans le cadre européen. Et on va voir que sur les motivations d'européanisation, donc c'est-à-dire la régionalisation à l'européenne, il y a trois dimensions qui prévalent pour les entreprises japonaises, notamment la forte croissance des investissements directs à l'étranger dans certains secteurs d'activité, le choix du pays d'implantation, ça peut être la France, ça peut être l'Allemagne, ça peut être les Pays-Bas, et notamment le mode d'organisation finalement qui existerait dans ces différentes unités européennes. Et donc on voit que le modèle d'organisation japonais suppose que la production doit commencer dans les pays développés de la région, pour ensuite s'étendre dans les pays en développement de la région. Et donc, en s'engageant dans ce marché régional, les multinationales japonaises se retrouvent confrontées donc à l'européanisation. Et donc ici, l'européanisation démontre l'harmonie qui existe entre l'environnement d'affaires en Europe et les relations institutionnelles qui existent avec les différents acteurs de cet environnement d'affaires. Et le marché européen, en fait, n'a cesse d'évoluer parce qu'il devient de plus en plus difficile à contrôler. Et il devient de plus en plus difficile à contrôler pour des organisations qui sont distantes justement de cette région. Et donc, c'est le cas des multinationales japonaises. Et donc ici, le projet de l'intégration européenne où les progrès en fait sont également préoccupants parce que l'Union européenne n'est pas considérée comme un pays. C'est pas comme je fais des affaires du Japon jusqu'aux États-Unis. Donc l'Union européenne ici n'est pas un pays. Et on voit que les événements qui entourent sa construction rendent encore plus difficile l'ajustement et le suivi des entreprises japonaises. Et donc ici, la nécessité de présenter une réponse unifiée au marché tout en maintenant la capacité de répondre à la variété des demandes devient de plus en plus évidente. Et donc, en étudiant donc les industries automobiles et pharmaceutiques en Europe, on voit qu'il y a un processus à mettre en place pour pouvoir progresser et évoluer dans ce marché. La première étape commencerait par ce qu'on appelle de la collaboration. Il s'agit ici de fonder des sièges régionaux, d'accord, pour réaliser la collaboration et la coordination des différentes opérations qui sont plutôt des opérations de vente et des opérations de marketing. La deuxième raison, effectivement, serait de donner le maximum de responsabilité au siège régional pour gérer, les coûts d'efficacité et les économies d'échelle. Et donc, ces deux raisons vont amener à réaliser trois étapes dans le processus de régionalisation. Une première étape qui consiste à une entrée très prudente et passive qui vise à cultiver le marché européen. Une deuxième étape qui vise à développer de manière un peu plus élaborée le fonctionnement en passant par des exportations aux activités principales engagées avec bien sûr un plein appui des fonctions pour le développement de la filiale. Et la dernière étape qui est plutôt une consolidation finalement de toutes ces activités et un suivi de développement
après s'être engagé davantage justement dans ces activités principales qui font l'entreprise. Et donc, on va mettre beaucoup plus d'accent sur l'acquisition des distributeurs nationaux, sur l'extension finalement de l'activité en Europe, sur la création de centres de recherche et bien sûr la formalisation d'un réel siège européen. Et donc, dans justement leur étude sur l'adaptation des différentes contingences, on voit justement que les multinationales japonaises ont adopté une stratégie de région d'origine pour posséder des avantages propres. Et on voit que ces aspects sont très ancrés effectivement dans la culture nationale, comme on l'a mentionné un peu plus tôt. Donc, notre recherche avait un double objectif. Le premier objectif, c'était vraiment de produire du sens dans la signification descriptive de ce que les acteurs, pardon, des entreprises mettaient dans leur action. Et donc, l'unité qui était étudiée ici était vraiment le siège régional. Sur le plan méthodologique, on a essayé de faire en fait une étude de cas multiples et comparés, avec plusieurs allers-retours entre le terrain et la théorie, pour comprendre bien sûr justement le sens que ces acteurs donnent à leurs actions. Et donc nous nous sommes appuyés in fine sur 4 entreprises qui ont des spécificités bien sûr différentes dans le domaine automobile, dans le domaine électronique et dans le domaine du e-commerce. Et nous avons, via un raisonnement plutôt qualitatif, donc via des entretiens, analysé le rôle que pouvaient jouer donc ces sièges régionaux sur le marché européen et après coup sur le marché mondial. Et donc, on voit que les cas sont les suivants. Donc, on a Rakuten Europe, qui est le siège régional de Rakuten Incorporated, donc qui est spécialisé dans le commerce électronique. Toyota Motor Europe dans le marché automobile, Sony Europe dans le marché électronique et Nissan Europe dans le marché automobile. Et donc, en analysant justement le processus de régionalisation au travers de ces stratégies, on voit que le temps est important justement sur les actions à mener dans les différents marchés. Et donc, on va voir que pour le cas de Toyota, la direction que Toyota a empruntée est plutôt, on va dire, lentement mais sûrement. Parce qu'il aura fallu 30 ans, plus de 30 ans finalement, pour que l'opportunité, par le biais du marché du sport, se révèle afin de pouvoir accéder au marché. Et donc, par cette opportunité, ils vont pouvoir se développer davantage en devenant d'abord un distributeur en 62, puis ensuite en ouvrant un premier bureau de représentation en 69 et en devenant vraiment autonome à partir des années 90. Pour le cas de Nissan, la particularité de Nissan en fait se retrouve dans son opportunisme parce qu'elle a été, si vous voulez, un privilégié de l'instrumentalisation gouvernementale. Par sa participation au conflit armé, elle a profité justement de cette relation internationale précoce qui lui ont permis de réaliser ses premières actions dès les 10 premières années. Et on voit qu'elle a voulu toujours se démarquer, non seulement en Asie, mais aussi en Amérique, puisque l'opportunité qui lui avait été donnée partait du marché américain. Pour le cas de Sony, on va voir que Sony a démarré son activité dans l'électronique avec des ambitions globales, avec une culture plutôt entrepreneuriale et innovante. Et on voit qu'après les premiers échecs en 46, l'organisation va se spécialiser sur son cœur de métier. Et elle est convaincue justement de démarrer son marché par le canal américain avant de se tester dans le marché européen. Et son entrée dans le marché européen se fera par de multiples associations, donc des joint ventures qui vont évoluer ensuite vers diffusion-acquisition. Et pour le cas de Rakuten Europe, on voit que Rakuten, effectivement, dès ses 10 premières années de sa création, a ambitionné de devenir international et a plutôt mis en avant la culture de l'entrepreneuriat avec l'innovation, ce qu'ils ont appelé en fait ici l'empowerment, bien sûr avec à sa tête donc un leader qui est quasiment omniprésent aussi bien dans le siège international que dans les sièges régionaux. Et donc pour cela, l'entreprise n'hésitera pas à acheter et à renommer tout ce qu'elle trouve finalement important dans sa chaîne de valeur. Et donc, de manière générale, les résultats en fait, qui ressortent au travers de ce travail nous montrent que, d'un point de vue environnemental, il semble que la maturité du marché dans laquelle se trouvent les organisations exerce une influence potentielle sur leur stratégie. On va voir qu'un marché qui est embryonnaire, faiblement régulé, va conduire à s'engager davantage dans le secteur, tandis qu'un marché plus mature, très régulé, plus compétitif, va demander plus de temps pour s'intégrer favorablement. C'est un peu le cas du marché automobile. On va voir que d'un point de vue stratégique, il semble aussi que la démarche stratégique, donc le processus, et l'opérationnalisation finalement du processus ne suivent pas un schéma linéaire,
Mais la formalisation d'une stratégie régionale est mieux acceptée par le siège international lorsque son siège régional possède la légitimité nécessaire pour maximiser ses activités sur le territoire et les activités principales qui seraient décentralisées donc, pardon, sur le territoire. Et donc, le siège régional japonais va entreprendre à minima une stratégie de hub, donc pour regrouper toutes ces activités, pour ensuite devenir une plateforme et ensuite avoir le mandat nécessaire pour se développer. Et d'un point de vue organisationnel, on va voir que l'adaptation finalement de ces organisations dans le cadre de l'hybridation managériale va être abordée en dehors en fait de la stratégie régionale. Et donc pour faciliter cette adaptation, il faut compter sur les managers du siège régional, qui sont non seulement les acteurs du système qui les accueillent, mais aussi les porteurs de la vision. Donc si on a des managers qui sont plutôt japonais, l'adaptation serait moindre, mais si on a des managers qui sont plutôt locaux, l'adaptation serait beaucoup plus favorable. Et donc, nous avons montré dans ce travail la place que l'environnement avait dans la construction systémique, dans la stratégie finalement de l'organisation régionale. Et donc, cette compréhension du système qui régit le marché n'est pas toujours anticipée finalement pour le siège international. On voit aussi que les stratégies régionales qui sont développées pour le cas de nos entreprises japonaises se posent comme une famille discrète de stratégies qui sont utilisées en conjonction avec des initiatives locales et globales pour stimuler de manière significative finalement les performances dans l'entreprise. On voit que le contrôle est exercé sous un mélange de moyens formels en mettant l'accent sur les procédures et sous un mélange de moyens informels qui sont plutôt portés sur les individus qui vont effectivement porter ces actions. Et donc cette mixité de coordination va demander à savoir combiner les variables qui sont considérées pour l'entreprise japonaise comme étant traditionnelles et les variables qui sont considérées comme étant des éléments innovants, qui sont bien sûr inhérentes à l'environnement qui accueille l'entreprise. Et donc concernant justement ces entreprises, nous avons observé de la part des Japonais une tendance à centraliser leur coordination. Et en fait, cette tendance, elle est liée à un ethnocentrisme qui n'est pas forcément intentionnel, mais qui est vraiment prépondérant. C'est manifesté par le choix de la direction, c'est manifesté par l'approche de la gouvernance, par les pratiques à hybrider finalement dans le siège. Et donc, notre travail n'a pas exclu l'impact que la culture pouvait avoir justement dans cette stratégie, parce que finalement, la culture opère ici par la nature du collectif qui prend les décisions, par la communication, et on s'est plutôt focalisé sur les dynamiques qui sont enracinées dans cette culture et qui permet justement de confronter les différences qu'il y aurait entre les cultures européennes et la culture japonaise. Et donc ici, l'aspect culturel était à considérer, mais on n'a pas tenu justement à le mettre en avant. Donc c'était un peu ça les travaux que nous avons pu réaliser. Donc là, c'est vraiment un aspect de mon travail de thèse doctorale qui ressort. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions ou n'hésitez pas bien sûr à apporter des commentaires si vous avez des commentaires. Sur ce, je vous remercie.